Et comme souvent la thématique, j'espère que vous allez réagir. Hashtag matin bonheur. Voilà, comment devenir son propre patron, les questions, parler par exemple, pourquoi pas, de votre expérience. Et nous ferons fort de transmettre ça à cette personnalité qui fait partie de grands formateurs de notre pays. Plusieurs générations de personnes formées à la culture de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. C'est donc un invité de poids que nous avons grâce à la dextérité de la rédactrice en chef Kadi Fadiga. On va avoir un extrait, on va avoir un reportage et on se retrouve juste après. Mais on me dit que le reportage ne sera pas disponible, donc on va aller les pieds dans le plat, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de temps. On va situer le contexte économique de notre pays. Est-ce que c'est un contexte qui appelle de plus en plus à avoir des jeunes, des femmes, des hommes, à être leur propre patron et à laisser l'État-providence? Oui, en effet. Merci, bonjour. Bonjour. Oui, nous n'avons pas le choix. Nous avons un contexte très, très difficile où il y a près de 25% au moins de la population active, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont des diplômés, des surdiplômés même, qui chôment. La pauvreté, on le sait, n'est pas loin d'un Ivoirien sur deux qui est chômeur. Alors, que faire? On ne combat pas la pauvreté à coup de verbes. On essaie de la combattre à coup de richesse. Comment créer donc la richesse? Alors, le thème de ce livre-là, ce thème qui fait partie d'un livre que j'ai produit, c'est un thème assez d'actualité parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui nous demandent comment créer, comment financer. Mais avant de financer, il faut d'abord créer, il faut d'abord apprendre à créer. Donc cela suppose une préparation. Cette préparation est le fruit d'une longue et très longue préparation. Et c'est ça que nous sommes là pour essayer d'éclairer davantage en termes des Ivoiriens. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Moi, j'aimerais vous demander d'emblée, est-ce que tout le monde peut être son propre patron? Est-ce que tout le monde a les qualités requises pour être son propre patron? Oui, a priori, oui. Même s'il y a près de 10% de la population qui sont faits pour créer, qui ont le talent pour créer. Mais a priori, oui, si on s'y prépare. Parce que ce n'est pas fait pour les amateurs. Ce n'est pas fait pour les dilettantes. Il faut s'y préparer. C'est un travail minutieux et qui dure au moins 48 mois. Je dis bien 48 mois. De préparation. De préparation. Intense. Intense. Dites-moi, pour ceux qui nous regardent concrètement, au fait, c'est quoi un patron? Parce que quand on entend le mot patron, ça englobe tellement de choses que parfois on peut s'y méprendre. C'est quoi un patron, concrètement? Un patron, c'est celui qui a pris l'initiative de créer son affaire, son business, si vous préférez, et qui essaie de bout en bout de l'exploiter à partir de l'idée jusqu'à l'exploitation. En fait, comme je dis, c'est un parcours. Au bout de ce parcours, qui est minutieusement suivi, alors il y a un puits. Le puits ici, c'est la richesse. Et cette richesse-là, pour y avoir accès, on a besoin de préparation minutieuse. Il y a plusieurs étapes, notamment, il faut partir de la famille, d'un revenu, d'un travail, qu'on doit tout faire pour essayer de gérer comme il faut les retombées, qu'on définisse, où on définit un objectif précis, et où on essaie d'épargner pour essayer d'engranger un certain nombre de ressources dans le grenier qui sert donc au financement, duquel on prévient de l'argent pour essayer de financer l'entreprise. Sans cette préparation, sans cet apport-là, aucun crédit, aucune banque ne pourra vous financer. Donc voilà, donc il faut se préparer. Pour parler de préparation, vous avez dit tantôt que cette préparation doit durer minimum 48 mois, à savoir 4 ans. Alors comment se préparer à devenir... Pourquoi d'abord? Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi? Parce que 50% des entreprises, même des États-Unis, des pays développés, ne font pas 2 ans. 50%. Et 90% de ces entreprises-là ne fêtent jamais leur 10e anniversaire. Alors il y a un problème. Ouais. Alors si dans ces pays où la statistique est très très développée, où on ne peut rien entreprendre sans s'appuyer sur les statistiques, alors chez nous, imaginez-vous combien ça peut être. Au bas mot, c'est au moins 50% aussi. Mais beaucoup, en tout cas, meurent en couche. Et ça, c'est un drame. Parce que pour créer, on a dit tout à l'heure que ça demandait beaucoup de sacrifices. On a épargné, on s'est sacrifié pour essayer d'épargner le peu qu'on avait en enlevant de la bouche de ses enfants. Alors, si au bout de la ligne, parce qu'on n'est pas prêt, on s'aventure tout de suite par précipitation, par aventurisme, et on crée, alors on a un problème. On perd tout. Et quand on perd tout, vous n'êtes plus crédible. D'où l'intérêt de se préparer. Alors, il y a là donc, malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens s'aventurent un peu dans ce domaine-là, sans aucune préparation, et après, ils se rendent compte que, ah, on m'a trompé, non, celui qui m'a mis induit en erreur, non, ça ne tient pas. Alors, quels sont les pièges, justement, à éviter quand on se prépare à être son propre patron? Les pièges à éviter, c'est d'abord de s'assurer que
on a créé une très bonne idée qui est porteuse. On ne copie pas les idées des autres. Parce que quand la bourrasque va frapper, si tu n'es pas suffisamment convaincu du côté porteur de ton idée, mais tu démissionnes très vite. Or, déjà, tu l'as déjà investi, donc tu gaspilles de l'argent, des ressources qui sont rares. Donc, il faut d'abord se préparer, encore une fois, il faut apprendre à épargner, il faut se former, il faut tout faire pour que... Se priver de beaucoup de choses. Se priver, depuis, et en informant, en préparant, en associant son partenaire et sa partenaire à la démarche. Malheureusement, on dit, oh, c'est mon affaire. Oui, mais quand tu enlèves de l'argent de la bouche de ta famille pour aller créer, si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, c'est tout le monde qui s'écroule. Donc, il y a un problème. Malheureusement, encore une fois, les jeunes gens se préparent, se jettent dans l'eau sans apprendre à nager. Et là, c'est le scandale. Alors, ces 48 mois de préparation, qu'est-ce qu'ils englobent? Quelles sont les bases? Donc, on a compris que c'est l'idée, une idée porteuse, une idée qu'on espère féconde, une idée en tout cas qui pourra, sur le long terme, devenir une entreprise viable. Très bien. Il y a d'abord, quand il dit 48 mois, ça se décompose en 24 mois. Donc, la première phase, c'est la préparation, il faut faire le plan d'affaires, il faut chercher l'idée qui est porteuse. Et puis maintenant, après, quand on a créé, il faut également continuer à être prudent et à gérer comme il faut, avec rigueur. Et donc, c'est ça qui fait les 48 mois. Mais chaque étape, dans le livre que j'ai produit à l'époque, il y a un compte à rebours qui nous permet vraiment de s'assurer qu'on est sur la bonne voie, que telle étape a été accomplie avant telle autre. Bon, donc, je pense que tout ça, c'est extrêmement important, que les gens se préparent avant d'entamer ce parcours-là, comme il dit tout à l'heure, et qui nous permet d'aboutir à des bons résultats. Quand on préparait l'émission, je vous ai posé une question qui vous a fait sourire. Est-ce que l'Afrique produit de bons patrons? L'Afrique devrait produire de bons patrons, mais beaucoup d'Ivoiriens sont prêts à avoir des bons produits, pour être des bons entrepreneurs. La question est là. Je me dis, parce qu'on est tiraillé par la pauvreté, par le chômage, on se dit, moi aussi, je vais créer. Gagner de l'argent rapidement. Voilà, il faut gagner de l'argent rapidement. Oh, ça se prépare. Si tu t'enfonces si tu entames cette itinérance de préparation, mais c'est la catastrophe, encore une fois. Donc, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains, oui, ils ont les talents, mais ils sont un peu confrontés à un contexte socio-culturel qui souvent pèse très lourd. Lequel? Ah oui, non, c'est quand je suis en train d'entamer la première démarche, d'ailleurs, qui est l'épargne. Alors, si toi, mon petit frère, tu viens me voir, tu dis, ah, tonton, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, 50 000 francs, c'est temps de réfléchir, je t'ai dit. Alors, finalement, ça ralentit mon rythme de préparation. Et même quand j'ai créé, comme on dit souvent qu'il n'y a que les riches qui créent, alors, évidemment, si tu as créé, c'est que tu es riche. Donc, tu n'as pas le droit de me laisser tomber. Moi qui suis ton frère, il faut que je mange. Mais en sortant de l'argent de mon entreprise et en te le donnant, mais j'ai ici une partie du pilier central sur lequel l'entreprise est assise. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Et c'est ça le contexte socioculturel dans lequel on est. Et quand on donne ces cours, on dit, ah oui, mais nous sommes en Afrique. Oui, mais on n'est pas né pour être forcément dernier. Si chacun se donne la peine, chacun se force pour essayer d'appliquer les règles, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. On a effectivement des bons modèles d'entrepreneurs qui peuvent nous tirer pour aller vers l'avant. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas les mêmes facteurs que les autres. J'ai un frère qui le disait comme ça pour plaisanter. Il disait quand on veut créer une entreprise à l'extérieur, il y a certains facteurs qu'on voit, notamment démographiques, politiques, etc. En Afrique, il faut ajouter le facteur mystique. Parce que c'est toutes ces choses-là qui comptent également. C'était pour déconner. Alors la question, quelles sont les qualités de bons patrons? La rigueur? La rigueur, la présence d'abord. J'ai utilisé moi, je dis, c'est pas fait pour les dilettantes. Si tu es à la fonction publique, si tu es quelque part, que tu es créé et que tu n'es pas là et que tu ne contrôles rien, tu vas subventionner gratuitement, excusez-moi, un individu, pour ne pas dire un imbécile, qui va se sucrer sur votre dos. D'accord. Parce que si l'argent que tu as eu a été obtenu de façon, sans le qualifier, mais si vous l'avez eu en transpirant, en suivant le circuit de l'accumulation de l'épargne, qui vous permet de financer, alors vous avez le droit d'être là présent. Et de surveiller, être là, à l'écoute. Mais attention, hein, présence, mais pas omniprésence. Non, il faut faire la différence, effectivement. Absolument. Mais on peut y aller avec des documents de suivi, de contrôle. De loin, on peut contrôler, mais avec les machines, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut être là. Parce que si dès l'instant où l'individu ne sent pas votre présence, alors c'est là qu'il fait tous les coups. Exactement. Donc, présence,
rigueur dans la gestion. Présence, rigueur. Notamment avec l'exemple que vous citiez tantôt, un frère qui vient vous demander de l'argent, si vous n'en avez pas et que l'argent doit servir au fonctionnement de l'entreprise, on dit non. Il faut absolument que vous soyez en mesure de dire que votre non soit un non et que vous soyez sûr, à votre argument à l'appui, que cet argent ne m'appartient pas. Ça appartient à toute une communauté, à toute une famille qui a besoin de ça pour vivre. Parce que vous avez des employés qui sont avec vous là. Ces employés-là, ils ont besoin avec votre appui, de gérer, de se marier, d'acheter leur maison. Donc vous n'avez pas le droit de gaspiller au profit d'un individu qui, lui, au lieu de travailler, ne travaille pas et qui vient profiter de votre sueur, encore une fois. On dit 48 mois. Voilà. 48 mois. Est-ce que cela est subséquent ou c'est inhérent à tout genre d'entreprise ou à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui auraient, par exemple, pourquoi pas des potentialités pour en faire moins ou d'autres peut-être à qui on doit ajouter encore quelques mois sur les 4 ans? Oui, en fait, 48 mois, comme j'ai dit, 24 mois avant, 24 mois après. Mais c'est la phase la plus critique. Donc, quel que soit le talent, tu ne maîtrises pas l'environnement. Tu n'es pas maître du temps. Tu n'es pas maître non plus de l'information. Absolument. Donc, c'est les précautions élémentaires qu'il faut prendre. Or, cette période, elle est hautement critique. Donc, si tu baisses le pavillon, dans cette période, tu coules. Donc, c'est pour ça qu'il faut payer un peu plus d'attention à la bonne marche de tes activités si tu veux vraiment avoir un très bon résultat. À partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire c'est bon, c'est gagné, le plus dur a été fait, l'entreprise est sur de bons rails, on peut commencer à souffler? Parce que c'est vrai que quand on monte une entreprise, que l'argent commence à rentrer, surtout quand il s'agit de PME, qu'on brasse beaucoup d'argent liquide, on se dit « Ah, ça va, la société va très bien, je fais beaucoup d'argent », alors que ce n'est pas forcément gagné. C'est là le danger. Parce que souvent, quand on rencontre très tôt le succès, la réussite, on pense qu'on est très vite arrivé. Or, on a pris beaucoup de temps pour gravir l'échelle, mais il est très facile de tomber. Et quand on tombe de façon violente et c'est la catastrophe. Ça fait mal au Donc, il faut que... C'est pas parce qu'on a réussi pendant 48 mois, oui, ça arrive, mais ça nous met dans un environnement un peu très flatteur qui nous oblige à baisser un peu, encore une fois, les armes et d'ouvrir la poitrine à toutes sortes de problèmes. Je veux lancer une entreprise vraiment à un niveau, je vais dire, pas une grande entreprise. Je veux vendre de la ticket, je veux vendre du beau flotto, je veux vendre quelques petites babioles. Est-ce que là aussi, on doit faire une formation de 4 ans? Comment ça se passe là concrètement dans ce genre de cas? Tout à fait. Une entreprise, c'est une entreprise. Quel que soit, il n'y a pas de taille. C'est une question d'esprit, de comportement, de rigueur. De vision aussi. Parce qu'on peut partir de la loco, de beaux flottos, puis aller construire des maisons, des buildings. Quand on a réussi. Donc, c'est des étapes. Mais il faut que chaque famille, une entreprise est une famille. C'est un esprit. C'est un esprit. Mais cette famille, cet esprit doit naître de la première entreprise que j'appelle moi ici la famille. Et cette entreprise-là, même si elle s'ignore, mais elle doit déjà adapter des comportements qui nous permettent d'évoluer vers la réalisation de ma deuxième entreprise, qui est celle-là où je pourrais engager plusieurs personnes. Donc, il est important qu'on façonne un peu cette culture-là qui manque beaucoup chez nous encore. Il est important qu'il y ait des formations, quelle que soit la taille de ce que tu veux faire, il faut absolument te rapprocher de ceux qui sont un peu plus informés. Il faut voir grand. Parce que c'est du petit qu'on peut évoluer vers le grand. Alors tout à l'heure, je n'ai pas eu la réponse à ma question et je suis un peu plus là, je reviens là-dessus. À partir de combien de temps est-ce qu'on peut estimer que l'entreprise est... Parce que vous avez dit... Au bout de 48 mois. Vous avez dit 50% des entreprises ne fêtent pas leur deuxième anniversaire. Tout à fait. Et 90% ne fêtent pas le 10e. Absolument. Donc, à partir de quel cap on peut arriver jusqu'à 8 ans et puis fermer? Donc à partir de quel moment on sent que... Quels sont les indicateurs? Voilà, quels sont les indicateurs? En fait, il n'y a pas de temps. Mais ça dépend du comportement qu'on affiche. On peut bien réussir 2 ans. On peut être une exception à la règle. On peut aussi, après 4 ans, on peut aussi réussir, comme on peut aussi s'écrouler. Le tout, c'est d'être conscient qu'une entreprise, elle est fragile. C'est dans la pratique, au fait, de tout du quotidien. Parce que personne ne maîtrise le comportement de l'environnement. Je vous donne un exemple. Si vous vendez du riz, par exemple, et puis que Dia Nazi, là-bas, la conjoncture a changé, il ne pleut plus, et ainsi de suite. Alors que vous, votre activité, le cœur de votre métier, c'est la vente du riz. Mais dès l'instant où ça change là-bas, votre entreprise est en danger, là. Tout à fait. Vous ne maîtrisez plus rien. Il peut y avoir la grève, il peut y avoir toutes sortes de choses, ou bien un comportement de maladie.
Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut maîtriser. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer des bonnes personnes, des gens consciencieux, des gens qui ont des intérêts dans l'entreprise, pour que même si vous n'êtes pas là, qu'ils puissent continuer l'activité, parce qu'au profit de tout le monde, de ceux qui travaillent là. Monsieur Koué, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays en voie de développement. C'est comme ça qu'on dit. Nous sommes en Afrique. Ici, on a un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement de New York, Los Angeles. On a des choses vraiment particulières. On a déjà, au niveau des impôts, au niveau de la stabilité de nos pays, à tout moment, on peut avoir des problèmes de sécurité, tout ceci. Est-ce que ça ne rallonge pas les 4 ans à 5 ou 10? C'est une indication. C'est une simple indication. Mais c'est le minimum. Il faut absolument qu'on paye un peu plus d'attention à ce qu'on fait, au moins pendant les 4 ans. Parce que c'est là qu'on solidifie la base. Si on est négligent là, on est sûr d'appartenir aux 90% qui ne fêteront jamais leur 10e anniversaire, c'est clair. Donc je pense que c'est juste une indication pour que chacun de nous fasse un effort. Pour que les jeunes gens qui entreprennent sachent dans quoi ils mettent les pieds. Parce qu'encore une fois, on a une culture où nos parents, nos amis, l'environnement dans lequel nous vivons nous obligent à dire « Oui, mais toi aussi, tu fais quoi dans l'entreprise? Tu vas être avocat, va être médecin, va être un grand DG de DGI. » Bon, mais on n'a pas encore le temps d'apprécier bien, d'accorder beaucoup d'attention au risque. Or, c'est le risque qui paye. Exactement. Et c'est très francophone, ça. Hein? Oui, malheureusement. Malheureusement. Les anglophones prennent beaucoup plus de risques que nous. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est inclus dans les 48 mois? Non, c'est une question de culture. Et vous parlez de culture toujours, hein. Vous reveniez à la famille qui a tendance ou aurait tendance à décourager. Également, on va parler de formation et de famille, parce que bien souvent, on a une entreprise, on dit, mais il y a ton petit frère qui est là, qui ne fait rien, pourquoi il ne travaille pas dans ton entreprise? Il y a le cousin qui est là, etc. Alors qu'ils n'ont pas forcément la formation idoine et les compétences pour le poste en question. Ça devient compliqué parce qu'on dit, il est méchant, il a réussi, il ne veut embaucher personne, il ne veut personne de la famille. Alors qu'il faut, des compétences particulières. Et c'est pour ça que, d'abord, quand on crée une entreprise, il faut d'abord, ce n'est pas une affaire d'individu. Si tu viens d'une cellule familiale, il faut que la famille soit associée. Il faut qu'elle soit préparée. Là où je baisse, ce n'est pas facile. Notre régime de vie va baisser. Les vacances ne seront plus là souvent. Le manger au restaurant, non, il faut. Donc, il faut que tous les enfants, et la femme, et le mari, soient préparés. Et c'est cette culture-là. Parce que justement, c'est votre appui. Au moment où vous aurez des problèmes, c'est de là que vous prendrez votre appui pour essayer de réussir. Parce que les premiers mois, en tout cas, surtout pendant les 4 ans, ce sera difficile. Parce qu'une famille qui est déjà habituée à un certain niveau de vie, et puis il va créer une entreprise où les exigences financières sont énormes. Si la famille n'est pas préparée, mais ce sera la catastrophe. Quand vous allez revenir, votre femme sera partie, bien votre mari sera parti. Donc il faut que les enfants soient préparés. La femme aussi, le mari aussi. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la véracité de ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on engage une action comme ça dans la création d'entreprise, il faut galvaniser, surtout sensibiliser les membres de sa famille, parce que le comportement vis-à-vis de vos collaborateurs, parfois, peut vous couler. Tout à fait. Une entreprise. La femme qui peut appeler directement un de vos collaborateurs, le tenser parce qu'il a refusé, par exemple, de décaisser des sans votre signature, appeler directement le comptable, c'est très affreux. Voilà. Non, c'est tout à fait juste parce qu'on a tendance à confondre la poche et la caisse. J'étais au Mali comme expert, on nous dit. Et à l'époque, on a dit, bon, il faut les ingénieurs qui sont ici, ils ont la culture, et les gens qui n'ont pas un niveau intellectuel très élevé. Mais ceux-là réussissaient plus. Parce que quand tu as déjà réussi, tu es déjà ingénieur, tu as déjà un certain niveau. Et donc, les gens ont dit, mais tu nous donnais de l'argent, pourquoi maintenant tu dois couper les vivres? Et là, il est obligé de tenter. Après quelques hésitations, mais il tente. Quand il se laisse aller, alors c'est là. L'entreprise coule. Alors, ce que nous faisons à l'époque, on dit, bon, dis-nous combien tu veux, qui te permet de ne plus mettre la main dans ta caisse. Parce que chaque fois que tu mets la main dans la caisse, ça met la vie de 500 employés en danger. Donc, dis-nous. Il a dit 5 millions. Il dit, bon, OK, contrat conclu, tu ne mets plus la main. Donc, mais on a mis un comptable et ça va. Alors que les autres, ils savent d'où ils viennent. Donc, les gens, on a tendance à penser que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas un gros diplôme universitaire, n'ont pas forcément les qualités requises pour essayer de bien gérer. C'est faux. J'ai fait un livre qui s'appelle le modèle Dula, où la plupart des gens qui ont réussi... Ça s'appelle comment? Le modèle Dula. Le modèle Dula, tout à fait. Et ça, c'est un livre à succès. Hein, et ceux qui ont réussi, c'est ceux-là qui n'ont pas... Je cite Yacouba Silla, les Nzika, les Fosso au Cameroun, les Kanazoué au Burkina. Et c'est des gens qui ont réussi, mais qui n'avaient rien. Même
Nathalie Rosalie, elle ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, elle a défoncé des murs, elle est devenue un modèle. Alors, vous parlez de... Donc, tout ça, parce qu'ils ont mis la rigueur, la présence. Vous parlez de formation, justement. Est-ce qu'il y a des formations qui nous aident, qui nous conditionnent plus à être de bons patrons? Est-ce qu'une série littéraire, par exemple, quelqu'un qui a fait un DSS de droit, il sera plus à même de faire des affaires que quelqu'un qui a fait je sais pas moi, un doctorat en pharmacie ou autre chose? Est-ce qu'il y a des filières, la filière scientifique, la filière littéraire, est-ce qu'il y a des filières qui facilitent l'entrepreneuriat? Il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire un livre en sur le talent. Et le talent, il y a des talents. Quand un talent n'est pas développé, ce n'est pas un talent. C'est juste un don que tu as en toi et qui reste là stable et qui ne bouge pas et qui ne peut même pas profiter ni à toi, au plan individuel, ni au public. Donc, il faut la formation. Pas parce qu'on est littéraire qu'on n'a pas forcément le talent qui n'a pas été développé. On a été littéraire par concours de circonstances. Donc, on peut créer. Je connais plein de gens au Canada où j'ai vécu, où je suis d'ailleurs citoyen. On n'a pas... Il y a des gens qui n'ont même pas... qui sont journalistes, mais qui sont devenus des hommes d'affaires hors pair, où la comptabilité, où l'ingénierie se côtoient tous les jours. C'est vraiment, si vous voulez, c'est le métier qui exige le plus grand nombre de compétences techniques. C'est-à-dire, une fois que tu es là-bas, si tu veux apprendre, tu apprends et tu réussis. Tu ne feras plus seulement que le côté littéraire. Oui, tu feras des belles lettres sans faute pour que les autres clients, quand même, ça dégage une certaine image, d'accord. Mais si tu ne t'appuies que sur ça, tu n'y as rien. Donc, il faut t'entourer. Il faut savoir t'entourer. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est très vrai, parce qu'on remarque qu'on revient à la base, il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour accepter ces lacunes. Parce qu'on voit, on a des noms ronflants. Des personnalités ronflantes, on les met des noms ronflants, on les met à certains postes de responsabilité. On se dit, ah, on a ce patron-là, ça va bouger parce que c'est quelqu'un du domaine. Mais on peut être quelqu'un du domaine et ne pas avoir la dextérité dans la gestion, dans le fait de déléguer aussi le pouvoir. C'est ça qui peut manquer. Tout à fait. Et c'est aussi dans le comportement. Parce que sans humilité, si tu n'es pas humble, tu n'apprendras pas. Donc il faut être volontaire, il faut être humble pour aller au-devant de coups. Parce que dans tous les cas, tu seras seul devant tes clients. Tu seras seul devant l'impôt. Et si tu n'arrives pas à offrir ce que les gens entendent de toi, tes employés notamment, mais là, tu es grillé. Donc, il faut que tu... Et il peut arriver des jours où ils ne seront pas là, forcément. Mais il faut que tu sois capable de tout faire. Donc, c'est un métier éminemment multidisciplinaire. Très bien. Ce n'est pas patron qui veut. Non, ce n'est pas patron qui veut. Mais Ça qui prend peut? de la bonne santé. Oui, oui, qui veut, bien sûr, c'est la volonté, c'est la bonne santé. Ça peut gâcher son couple? Tout à fait, oui, des cas sont nombreux. Bon, on n'a pas le temps, mais des cas sont nombreux. Hein, parce que moi, je suis avec toi, je vis avec toi, j'ai épargné l'argent aussi comme toi, je me suis privé, tu t'en vas créer une entreprise. Et puis, je ne te vois plus. Les premiers jours, je ne te vois pas. Mais après, 2 ans après les 48 mois, quand ça va mal, pardon, quand ça va bien, mais je ne te vois plus. Mon ami, tu étais où? Et puis j'apprends que l'argent de l'entreprise sert à oui, autre par là, chose. oui, bon, bien sûr. C'est l'animatrice qui parle ou c'est la femme? Pardonnez-moi. Merci beaucoup à vous. Merci. Il s'appelle Maurice Koué. Voilà. Je veux être mon propre patron. C'est un livre assez évocateur de la situation. N'est pas patron qui veut, mais patron qui peut. C'est un entretien magnifique qu'on a eu avec vous. Et puis, je vous conseille ce livre-là également qui est rempli s'il vous plaît, ma dédicace, Marcelin Gouvoui. Voilà. Pendant ça, voilà. Oui. Bon, commencez par Eva, sinon, voilà. Voilà. Merci d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Réalisation Soro Félicité, rédactrice en chef Kadi Fadiga. Merci à toute l'équipe, à tous nos amis du matin. Coucou Eva. Exactement. Merci Marco. Ça fait un bonheur de vous retrouver après la défaite du week-end. On vous souhaite excellente journée sur RTI. Mal. À demain.